C'est l'histoire d'un petit bébé qui avait soif et s'est mis à pleurer. Pour le désaltérer, sa maman s'est précipitée et lui a donné à boire. Malheureusement, elle lui a donné de l'eau de Javel plutôt que de l'eau naturelle. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Eh bien, le petit enfant a suffoqué et quelques minutes après, il était décédé. L'exemple que je viens de vous donner est extrême. Mais quel est l'objectif? C'est de vous faire comprendre l'impact que les erreurs peuvent avoir dans un business quand il est petit. Si cette personne qui avait bu de l'eau de Javel était beaucoup plus grande, alors elle aurait pu mieux résister à l'impact du Javel dans son organisme. Mais c'est la même chose pour les entreprises. Quand votre entreprise est naissante, les erreurs que vous allez commettre peuvent très rapidement devenir très graves, voire fatales. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, donc, c'est de partager avec vous les 4 erreurs les plus fatidiques aux entreprises et surtout comment vous pouvez faire pour les éviter. Je vous partagerai des expériences que j'ai vécues moi-même, mais je vous donnerai aussi le cas de grandes entreprises pour vous montrer comment elles ont fait face à ces problématiques-là et comment elles s'en sortent aujourd'hui. Le but est simplement qu'au terme de cette vidéo, votre entreprise ne fasse pas partie de ces 97% d'entreprises qui meurent au bout de 10 ans. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici on parle d'entrepreneuriat, de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux participer à cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos nouvelles vidéos. Pour ceux d'entre vous qui veulent générer des revenus complémentaires à leur salaire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une formation pour vous permettre de devenir vendeur Amazon et dans la barre de description, j'ai mis une vidéo gratuite de cette formation-là. Regardez-la et si ça vous intéresse, prenez la formation. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez continuer de suivre la chaîne sans aucun problème. Pour les amis qui sont au Cameroun, j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Notre formation en marketing digital approche à grands pas. Ce sera le 23 avril. Le 30, on sera à Yaoundé et ensuite on ira à Libreville le 7 mai pour parler de business. On reviendra en Allemagne le 21 mai pour clôturer cette petite tournée avec Paris le 28 mai. Les amis qui sont en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, je pense à vous et j'espère qu'on aura des dates pour le mois de septembre. Pour avoir le détail de chacune des villes dont je viens de parler, les programmes sont disponibles en barre de description. Vous avez des liens qui vous conduisent vers des pages où vous allez avoir tous les éléments pour enregistrer vos places. Et puis si vous avez de la famille au Cameroun ou au Gabon, c'est le moment d'investir sur eux en leur prenant une de ces formations-là. Vous pouvez voir les témoignages de toutes les personnes qui viennent à ces formations et tout ce qu'elles peuvent apporter à ces gens-là. La plateforme Xero en Afrique du Sud a fait une étude assez intéressante dans laquelle elle a déterminé, après avoir enquêté sur 400 entreprises, que les entreprises qui avaient 1 à 9 personnes perdaient en moyenne par année à peu près 6 000 € dans des erreurs que l'on va voir tout de suite. Et elle a conclu que les entreprises qui avaient entre 10 et 50 salariés perdaient quant à elles à peu près 9 000 € par an. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est assez avancé en termes de business. Et les entrepreneurs ont assez d'outils pour pouvoir se lancer par rapport à l'Afrique subsaharienne. Si déjà en Afrique du Sud, donc, on dénote ce genre de pertes chez ces entreprises, en Afrique subsaharienne, les nombres sont beaucoup plus importants. Donc, si vous dites que vous voulez être entrepreneur ou alors si vous êtes déjà entrepreneur, cette vidéo va vous faire comprendre quels sont les endroits où vous devez absolument être vigilant pour éviter à votre tour de faire certaines pertes d'argent astronomiques. Au début de cette vidéo, j'ai fait un parallèle entre un enfant nouveau-né et une entreprise. Parce qu'en réalité, un enfant nouveau-né est très fragile dans les premières années de sa vie. Il n'est pas capable de se défendre, il a besoin d'être protégé. C'est la même logique avec une entreprise. Quand on vient de créer une entreprise, eh bien, elle est très fragile. La moindre erreur peut lui être fatale. Ce que je me propose donc de voir maintenant ensemble, ce sont les erreurs qu'il faut absolument éviter si vous voulez avoir une entreprise prospère sur du long terme, une entreprise multigénérationnelle que vous allez pouvoir laisser à vos enfants qui à leur tour vont pouvoir la laisser au leur. La première erreur avec laquelle vous devrez donc faire deal, c'est celle du cash flow. Alors le cash flow ici, ce n'est rien d'autre que l'argent qui rentre dans votre entreprise. Savez-vous que la plupart des entreprises meurent parce qu'on ne sait pas gérer l'argent? Ça peut paraître paradoxal, n'est-ce pas? On se dit, mais non, quand on a une entreprise, le principal problème, c'est avoir des clients, c'est avoir un capital. Eh bien non. De manière sourcée et chiffrée, il est démontré que les principales
raison, la principale raison même pour laquelle les entreprises perdent de l'argent et finissent même par mourir, c'est la mauvaise gestion du cash flow. C'est-à-dire que l'argent qui rentre dans l'entreprise est très mal réutilisé après. Une des questions qu'on pourrait se poser, quel doit être mon salaire? Ben oui, je suis l'entrepreneur. C'est moi qui ai pris des risques pour créer cette entreprise. C'est normal que je me rémunère à la hauteur de mon sacrifice. Beaucoup d'entrepreneurs se payent trop par rapport aux revenus que génère leur entreprise. Ça, il faut très bien le comprendre. Beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ils estiment qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils se sont beaucoup sacrifiés, maintenant que l'entreprise commence à donner de l'argent, eh bien, c'est normal qu'ils se récompensent. Et donc, de fait, ils vont dans des excès. Beaucoup d'entrepreneurs se payent trop. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas dans leurs entreprises des règles financières proprement établies. Quand est-ce qu'on peut décaisser de l'argent? Qui a le droit de décaisser de l'argent? Vous avez des entreprises dans lesquelles l'épouse du fondateur de l'entreprise vient et on lui donne l'argent. Le frère du fondateur vient et on lui donne l'argent. La Chisa même vient et on lui donne l'argent. Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre. La plupart des entreprises africaines souffrent de ce genre de mauvaises habitudes financières. Mais il se trouve que quand on veut aller même plus loin, un certain nombre de questions peuvent être complexes à répondre en entreprise. Par exemple, à combien je dois fixer un prix? Pour pouvoir fixer un prix, on est d'accord qu'il est très important de d'abord savoir quel est son coût de revient. À combien me revient un produit? Je vais vous donner un exercice tout de suite et vous allez me dire comment on fait pour trouver le coût de revient. On va prendre un exercice très simple, ok? Prenons mon restaurant que vous connaissez, mon fast-food, le Goût du Pays, ok? Au Goût du Pays, par exemple, on a des menus dans lesquels on vend du poulet avec des frites de plantain, on vend du porc avec des frites de plantain ou des frites de pommes ou alors des frites de mitumba, spécialité maison, c'est juste une tuerie, c'est trop bon. Et bien la question qu'on s'est posée, c'était à combien on va vendre ça? On est d'accord? Et bien quand tu te poses cette question, il faut que tu sois en mesure d'abord de déterminer tes coûts. Mais comment tu fais pour déterminer tes coûts quand tu as une structure verticale comme c'est la nôtre chez Investir au Pays? Chez Investir au Pays, on a à l'interne de l'entreprise une provenderie. Vous vous rappelez, la provenderie permet de pouvoir produire de la nourriture. Ok? La nourriture qui est produite, alors la provenderie elle-même, elle produit de la nourriture, mais cette nourriture-là, une partie va pour notre ferme et une partie va... Écoutez bien l'exercice, c'est un exercice. Une partie va pour la ferme et une autre partie va pour le marché local. Ok? La provenderie vend de la nourriture pour tout le monde. Donc, on distribue sur le marché. Deuxième élément, la nourriture donc qui est sortie de la provenderie, qui est arrivée à la ferme, permet de pouvoir nourrir des élevages. Donc ici, on a des poulets, on a du porc, on a des poissons, on a des lapins, ok? Qui sont tous nourris par ce qui vient de la ferme, par ce qui vient de la provenderie. Regardez comment le calcul va devenir intéressant, ok? Donc toute cette nourriture qui vient de là arrive ici, ok? Et donc quand on arrive à la ferme, bien évidemment, on a de la nourriture qui arrive. Et bien c'est le même principe. De la ferme, on donne à manger pendant un certain nombre de jours et au bout de 45 jours, au bout de 6 mois, ainsi de suite, en fonction du produit, on a donc des produits qui sont prêts pour le marché, ok? Mais c'est la même logique. Les produits qui sortent d'ici vont d'abord dans notre atelier, ok? On a un atelier, ok? C'est un peu une sorte de cuisine. Dans l'atelier, on nettoie les poulets, on les prépare, ainsi de suite. Et à partir de l'atelier, donc, on a un centre de distribution logistique, ok? Donc déjà de là à là, on a de la logistique, de là à là, on a de la logistique. Et ensuite de l'atelier, on a de la logistique. Mais l'atelier, il dessert qui? L'atelier dessert des supermarchés. La plupart des supermarchés aujourd'hui, c'est nous qui les fournissons en poulet et en porc. On dessert des restaurants. La plupart des restaurants de la ville aussi aujourd'hui, c'est nous qui leur fournissons du poulet. On dessert notre propre fast-food. Donc ici, le Goût du Pays. Ok? Et on dessert les familles, les gens qui ont des événements, qui veulent commander. Donc ici, on dessert le marché public, j'appelle ça comme ça. Ok? Donc, depuis l'atelier, on dessert ces quatre-là. Et là aussi, pareil, ça c'est de la logistique. Donc ici, c'est de la logistique. Logistique, donc c'est du transport. Question donc, à combien je facture un quart de poulet que je vends dans mon restaurant pour être bénéficiaire? Vous vous rendez compte que très rapidement, ça peut devenir complexe à calculer. En réalité, on est d'accord? Tu dois prendre le coût de la provenderie, de la nourriture. Tu dois prendre ici le coût des poussins, plus le coût de l'alimentation, plus l'amortissement de ton bâtiment,
plus le personnel que tu payes en main d'œuvre. Et de là, tu as un coût pour ton poulet sorti de la ferme. Et bien, sorti de la ferme, le poulet arrive à l'atelier. Pareil, tu dois dupliquer les coûts de l'atelier. Les coûts de stockage à l'atelier, le coût de la main d'œuvre à l'atelier, le coût d'amortissement de l'atelier, le loyer de l'atelier. Et de là, tu dois pouvoir donner un prix. En fait, tu sors ici un prix du poulet sorti de la ferme. Tu peux l'appeler P1. Donc P1, tu as un prix. P1, on va l'appeler prix sorti de la ferme. Ici, on va l'appeler P2. Donc ici, tu as P2. C'est le prix sorti de l'atelier. Et donc, du coup, tu as P3, le prix du resto. On est d'accord que pour pouvoir calculer ça, c'est pas simple en fait. Dites-moi comment vous calculez, vous, dans les commentaires, comment vous faites pour calculer le prix du restaurant. Dans tous les cas, vous vous rendez tout de suite compte que si vous n'avez pas de bonnes notions en termes de finances, eh bien vous allez travailler à l'aveugle en fait. Vous pouvez avoir un business dans lequel vous proposez des produits sur le marché, mais en fait vous vendez à perte. Et c'est déjà arrivé à beaucoup d'entrepreneurs parce que vous n'avez simplement pas bien décomposé votre structure de prix. Donc la maîtrise des finances dans l'entreprise est quelque chose d'indispensable et pourtant c'est la chose que très peu d'entrepreneurs connaissent. La deuxième erreur maintenant que les gens commettent, c'est simplement l'absence, je vais appeler ça comme ça, de l'absence de technologie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans la plupart de nos business au pays, en Afrique en général, on se sert très peu de la technologie. Regardez un business comme Mobile Money. En quelques années, des opérateurs comme Orange, MTN, M-Pesa se sont remplis les poches grâce à de la technologie. Je vous rappelle qu'avant, il y avait des opérateurs locaux qui faisaient ce genre de service. Mais il fallait aller à des agences pour pouvoir faire transférer son argent. Grâce à une simple petite technologie qui a changé les habitudes en faisant que maintenant, on n'a plus besoin d'aller à l'agence pour envoyer de l'argent aux gens. On peut le faire depuis son téléphone. Beaucoup de sociétés sont mortes parce qu'elles ne se sentent pas arrimées à la technologie. Et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup d'entreprises commettre en Afrique. Il y a une absence totale de technologie dans le business. On essaye de faire le business de manière manuelle. Quelqu'un qui a un business, si vous lui posez des questions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre un carnet. Et c'est sur son carnet qu'il a tout noté. Il va vous dire, oui, tel jour j'ai acheté tel produit, tel autre et encore. Ça, c'est pour ceux qui tiennent un carnet. D'autres même, c'est à la tête. C'est-à-dire que lui, il achète, il revend. Il ne tient aucune comptabilité. Il n'a aucune... Je veux dire, il est aveugle dans son business. Alors que quand vous avez un business, vous devez être capable de pouvoir dire le poulet, c'est mon produit qui me rapporte tel pourcentage de mon chiffre d'affaires. Le porc me rapporte tel autre pourcentage. Les frites de pommes me rapportent ceci. Tu devrais avoir une clarté dans ton business qui fait que tu peux parler de chacun de tes produits de manière individuelle. Telle boisson me rapporte ceci. Eh bien, allez demander ça à un entrepreneur au pays. Allez demander à un entrepreneur au pays, vous entrez dans une boutique, tel produit, quel est le pourcentage qu'il pèse chez toi? De quoi tu me parles? Pourcent quoi? Hein? Aucune idée du tout. Parce qu'on n'intègre absolument pas la technologie dans les business. Et pourtant, quand vous utilisez la technologie dans votre business, vous avez un avantage concurrentiel énorme sur vos concurrents. La technologie vous permet de résoudre des problématiques concrètes. Prenons un exemple très simple. Au niveau du restaurant Le Goût du Pays, je vous en avais parlé, on avait un problème de file d'attente. Ok? Les gens venaient et aux heures de rush, les gens attendaient beaucoup trop. Parce que on a beaucoup de clients qui viennent à midi. Et donc du coup, midi est devenu une période un peu charnière. Et donc je me suis demandé, mais comment on peut faire pour régler ce problème de file d'attente? Eh bien, j'ai pas réfléchi longtemps. Je me suis juste rappelé ce que je voyais faire en Europe. Il y a beaucoup de solutions ici en Europe. L'une des solutions que j'ai pu adopter, ce sont des vibreurs. Vous savez, cette petite boîte que l'on vous remet à la caisse d'un fast-food et qui vous signale que votre produit est prêt. Donc, maintenant, quand les gens arrivent, ils n'ont plus besoin de s'agglutiner là et d'attendre que leur tour arrive pour passer en caisse. Non. Dès qu'ils arrivent, on prend rapidement la commande, on leur donne un vibreur, ils vont s'asseoir et dès que le vibreur vibre, eh bien, du coup, ils savent que la nourriture est prête. Ils vont donc chercher leur plat et ils mangent. Ça désengorge la caisse et ça crée une autre expérience client.
quand vous avez ce vibreur en main qui vibre pour la première fois, eh bien, ça fait quelque chose quand tu te dis, ah ouais, quand même, il y a de la technologie, et ainsi de suite. Donc la technologie a cet avantage de réellement résoudre un problème dans l'entreprise, mais aussi du point de vue de vos clients, de leur donner le sentiment qu'ils sont quand même dans l'air du temps. Et ça, malheureusement, les entrepreneurs africains ne l'utilisent pas du tout. Je vais vous parler d'une technologie que moi j'aime beaucoup, par exemple, et que beaucoup d'entre nous connaissent peut-être ici en Europe, et qui a été beaucoup vulgarisée par McDonald's. Quand vous allez dans un McDonald's de nos jours, normalement, vous devez tomber là-dessus. Alors, ici, je vais aller chercher ça rapidement sur Google pour que vous voyez très clairement de quoi il s'agit. Et bien, en fait, c'est un moyen de paiement que McDonald's a mis en œuvre aujourd'hui qui permet de payer. Donc, ce sont des bornes de paiement. Tous ceux qui sont en Europe voient très bien de quoi je parle. Mais je préfère montrer quand même pour ceux qui ne sont peut-être pas en Europe pour que vous voyez comment la technologie peut vous donner un avantage énorme sur la concurrence. Donc, par exemple, quand vous allez dans une entreprise comme McDonald's, aujourd'hui, quand vous arrivez dans une entreprise comme McDonald's pour pouvoir passer à la caisse, je suis resté dans le domaine du fast-food, puisque c'est un peu un domaine dans lequel je suis moi-même. Vous avez ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous arrivez chez McDonald's, voilà, quand vous arrivez dans un McDonald's aujourd'hui, voilà ce qui vous attend. C'est-à-dire que vous arrivez chez McDo et vous avez deux possibilités de paiement. Soit vous allez directement à la caisse, c'est ce monsieur-là, soit vous avez des bornes qui vous permettent de pouvoir passer votre commande très rapidement. Vous arrivez là-dessus, vous sortez votre carte bleue et tout est défilé. De l'eau aux produits que vous allez consommer, tout. Vous passez votre commande ici, vous validez, vous payez, elle est transmise directement en cuisine. D'ailleurs, maintenant, ça va même plus loin. On ne prend plus de commandes à la caisse. Tout le monde passe par la borne. Que tu aies 60 ans ou 10 ans, tu passes par la borne. Et qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça décongestionne ici et les gens maintenant passent sur les bornes et passent leurs commandes. C'est une expérience totalement différente. Je veux dire, ça change l'expérience et ça fluidifie clairement les passages à la caisse. Donc, c'est une solution comme celle-là qui a été aujourd'hui. Je pense qu'on ira certainement vers ce genre de solution un peu plus tard chez Le Goût du Pays. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est celle du paiement. Ici, les gens payent par carte bleue et tout le monde paye par carte bleue. Au pays, ce sera un peu plus compliqué puisqu'aujourd'hui, les gens ne payent quasiment pas par carte bleue. Mais en tout cas, ceci permet de démontrer que la technologie dans un business peut faire une vraie différence. Et c'est un appel. Peu importe le business que vous avez, que ce soit la ferme ou même un commerce quelconque, posez-vous la question, les problèmes que je rencontre, quelle solution technologique peut les résoudre? Et vous allez vous rendre compte que vous allez toujours pouvoir trouver des solutions pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, par exemple, on a vu un développeur au pays, un jeune, qui nous a développé une solution qui nous permet de pouvoir gérer nos clients, de pouvoir encaisser et tracer, avoir une base de données clientèle. C'est un jeune au pays qui nous a développé un logiciel qu'on utilise aujourd'hui dans notre fast-food. Donc, fondamentalement, il y a des solutions. Mais posez-vous juste la question de, voilà mon problème, comment je fais? Technologiquement, il y a toujours une solution. Et croyez-moi, la technologie n'a pas terminé de vous surprendre. Troisième erreur que je vois les entrepreneurs faire, c'est simplement une méconnaissance des mécanismes étatiques. De quoi il s'agit ici? Peu importe le pays duquel vous provenez, tous les États au monde aujourd'hui ont créé des règles pour faciliter les investissements. Absolument tous les pays au monde. Malheureusement, très peu d'entrepreneurs connaissent la loi. Et encore pire, très peu d'entrepreneurs connaissent la fiscalité. Du coup, vous vous retrouvez avec des entreprises qui payent de l'argent alors qu'elles ne devraient pas payer. Cette année, par exemple, j'ai eu le cas en Côte d'Ivoire. Notre entreprise, puisque c'était sa première année en exercice en Côte d'Ivoire, n'avait pas fait de bénéfices. Et j'avais un comptable à qui j'ai posé la question, puisque en fin d'année, au moment de faire les états, il me dit oui, on doit payer tel nombre de millions d'impôts. Moi, je me dis, mais comment on paye des millions d'impôts alors que l'entreprise n'a pas fait de bénéfices? Je veux dire, on a eu beaucoup d'investissements, on a acheté plein de choses, on a construit plein de choses. L'argent qui est rentré ne suffit pas, on n'est pas positif. Comment on doit payer tous ces millions? Il me dit, mais si. Je me dis, ça fait quand même bizarre. Comment on peut te faire payer? Donc, du coup, je suis allé voir un autre comptable. J'en ai vu 2, 3, 4. Jusqu'à ce qu'en discutant avec eux, la vérité est sortie. Quand vous êtes une nouvelle entreprise, en fonction de la forme de société que vous avez, eh bien, si votre premier exercice est déficitaire, vous ne payez pas d'impôts. Or, le gars me demandait de payer, je crois, 13 millions. Donc, on est quand même à pratiquement 20 000 euros. Pratiquement. Hein. Je veux dire, j'aurais payé. L'administration ne va pas refuser. Hein. Ils vont prendre l'argent à bras ouverts. Ah, mais paye.
C'est à toi de connaître la loi. C'est à toi de savoir que, mais non, la première année, il y a telle clause qui permet que tu sois exonéré. Dans beaucoup de nos pays, quand vous êtes un investisseur étranger, et ça ne dépend même pas de grandes sommes, vous pouvez avoir des exonérations de TVA pendant une certaine période. Vous pouvez avoir des exonérations d'impôts. Vous pouvez avoir des exonérations de patentes. Vous pouvez avoir des exonérations pour le matériel que vous ramenez au pays pour développer votre activité. Il y a beaucoup de lois comme ça et de dispositifs fiscaux qui existent pour favoriser les investissements dans nos pays africains. On peut critiquer beaucoup de choses, mais bien souvent, nous ne sommes même pas informés. Donc du coup, quelqu'un de la diaspora va prendre ses 10 000, 20 000, 30 000 euros et il va aller les mettre dans un business alors qu'en fait, il aurait pu bénéficier de la moitié de cet argent-là en exonération. Mais comme il ne sait pas, eh bien, il va dépenser et il va se retrouver en train de payer beaucoup trop. Et ça, c'est un point dans lequel les entrepreneurs sont complètement aveugles. Beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas la loi du business et beaucoup d'entrepreneurs ne savent rien à la fiscalité. Donc, si vous suivez cette vidéo et que vous voulez lancer un business, peu importe le pays, commencez par vous renseigner sur les dispositifs. D'ailleurs, même ici en France, parce que je tourne cette vidéo depuis Paris, même ici en France, la France a prévu des mécanismes pour accompagner des entrepreneurs qui veulent investir en Afrique. Mais qui les connaît? Très peu de personnes connaissent les mécanismes que la France elle-même met à disposition pour donner de l'argent aux gens, pour dire « Tu veux aller en Afrique? Tiens, voici de l'argent. Tu veux aller investir dans tel pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal? Voici de l'argent. » Eh bien, très peu de personnes les connaissent. Donc du coup, eh bien, les gens n'en profitent pas. Mais on se plaint. Non, l'ignorance est la pire des maladies, comme mon père aime souvent le dire. L'ignorance est la pire des maladies. Et malheureusement, nous sommes extrêmement ignorants. Et dans le domaine du business, l'ignorance signifie perte d'argent. Mais attention, ce que je vous dis là est même valable pour les entreprises en Europe. Il y a énormément de choses que l'on peut obtenir avec son entreprise en Europe. Des aides de la France, des aides de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses. Mais là encore, les entrepreneurs sont totalement ignorants et ils passent leur temps à payer des choses qu'ils ne devaient pas payer, à éviter des exonérations qu'ils auraient pu avoir, ainsi de suite. Donc non, le côté mécanisme étatique est un côté qui fait extrêmement mal aux entrepreneurs parce qu'ils sont juste ignorants. La quatrième erreur qui coûte le plus d'argent aux entreprises, c'est malheureusement la lenteur dans l'adaptation. De quoi il s'agit? On est dans un monde qui évolue. Et si vous dites que vous allez créer une entreprise, vous devez toujours être prêt à réagir face aux péripéties qui vont se présenter. Le monde n'est pas linéaire. Or, beaucoup d'entreprises ne savent pas s'adapter. Quand un paramètre change, ils sont comme choqués, surpris et immobiles, alors que c'est là qu'il faut bouger justement. Savoir où va le monde, comment me positionner, comment gagner de l'argent malgré les contraintes. Les entrepreneurs sont très souvent ignorants de ce genre de mécanismes. Prenons par exemple le Covid. Le Covid a fait fermer beaucoup de business. Mais tenez-vous tranquille, c'est aussi parce que beaucoup de personnes ont pris de très mauvaises décisions pendant le Covid. J'ai constaté par exemple un phénomène sur Amazon avec des boutiques de beaucoup de concurrents qui avaient fermé. Pourquoi? Parce que pendant la crise Covid, on s'était d'accord que tout était fermé, alors le transport, beaucoup ne s'en rendent même pas compte, mais le transport international de marchandises a explosé en termes de prix, mais vraiment explosé. On avait des x10. Vous imaginez quelqu'un qui vendait son produit sur Amazon par exemple, je dis n'importe quoi, à 50 € et qui devait payer pour pouvoir, et dans les 50 €, il avait 10 € de marge. Et pour pouvoir faire ces 10 €, il payait 2 € de transport. Et bien maintenant, les 2 € sont passés à 20 €. Et bien le gars, il fait ses calculs, il se dit, mais non, à 50 € je ne suis plus rentable. Beaucoup ont mis leur boutique en pause ou ont simplement arrêté. Parce qu'il y avait cette contrainte du transport qui avait augmenté. Vous voyez comment les gens réfléchissent? Voilà une contrainte qui arrive sur le marché. Personne ne l'avait prévu. Plutôt que de se dire comment je fais pour m'adapter à ce nouveau changement, les gars ferment. Alors que c'était simple. Le prix du transport a augmenté, eh bien je le répercute sur le prix du produit final. C'est tout. Ce n'est plus 2 €, maintenant c'est 20 €. Il y a 18 € de décalage. Je ne vends plus mon produit à 50 €. Je vends mon produit à 68 € et je communique dessus. Je communique pour expliquer aux gens pourquoi le prix a augmenté et pourquoi cette augmentation est temporaire et qu'elle va diminuer à la fin du Covid. Plutôt que de laisser des gens qui étaient déjà fans de ma marque, qui avaient l'habitude d'acheter chez moi, maintenant aller trouver quelqu'un d'autre. Vous dites quoi? Quelqu'un qui voulait acheter votre produit et qui le voulait vraiment. S'il ne le trouve pas chez vous à 50 € et qu'il le trouve chez un voisin à 68 €, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va l'acheter chez le voisin.
Et si le voisin le traite bien, vous ne le reverrez plus jamais. De toute façon, vous avez fermé. Voilà le type d'erreur que certaines personnes font. Plutôt que de s'adapter, ils prennent de mauvaises décisions. Et ça arrive fréquemment. On est dans des business dans lesquels il faut permanemment être en train de s'adapter pour se dire, OK, où va le marché? Où va la tendance? Et l'un de ceux qui l'a le mieux compris, c'est Elon Musk. Quelqu'un a dit un jour, je crois que c'était Eric Alindou qui l'avait dit sur cette chaîne, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se projette. Il voit où va le monde et il s'arrange pour arriver là-bas le premier. C'est tout. Regardez bien les business de Elon Musk. PayPal. Le premier, il a compris qu'il fallait des solutions de paiement différentes des banques pour pouvoir fluidifier les échanges. On ne pouvait plus attendre que quand je donne mon argent, la banque passe 2-3 jours avant de le virer à quelqu'un. Avec PayPal, virement instantané partout dans le monde entier. Eh bien, on connaît tous le succès de PayPal aujourd'hui. Ensuite, il est parti chez Tesla, électrique. Il s'est dit non, les véhicules thermiques avec le fuel, le diesel, tout ça, ça va finir un jour. Ces matières-là vont finir. Et de toute façon, les gens vont en avoir marre au bout d'un certain moment, puisque maintenant, on est dans une période dans laquelle les gens sont de plus en plus responsables. Ils s'intéressent à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment, à l'éthique derrière les produits. On va aller vers un changement de paradigme. Et il a misé sur les véhicules électriques bien avant quasiment tout le monde. La conséquence, aujourd'hui, on la connaît. Elon Musk est devenu l'homme le plus riche de la planète, grâce notamment à son entreprise Tesla. Aujourd'hui, il est en train de prendre d'autres paris sur l'espace, en se disant que l'avenir va nous amener vers l'espace. Ce sont des paris qu'il prend, on peut être d'accord ou pas avec lui, mais il faut reconnaître une chose. Elon Musk a ceci de particulier, que c'est quelqu'un qui est visionnaire, il se projette sur où va le monde et il s'arrange à arriver là-bas le premier et il vous attend. Aussi simple que ça. Et ça marche. Et c'est ce type de vision que les entrepreneurs devraient avoir. Une vision qui fait qu'on ne se dit pas juste « je vais faire du poulet, je vais faire du Amazon, je vais faire du ceci ». Peu importe ton domaine, pose-toi la question dans 10 ans, dans 20 ans. Où va ce secteur? C'est quoi la suite? C'est quoi l'étape d'après? Et arrange-toi pour être le premier ou l'un des tout premiers à arriver là-bas. Et tu verras que tu vas gagner beaucoup plus que tout le monde parce que tu es dans cette vision de la prochaine étape. Et ça fait défaut. Voilà les 4 points majeurs que les entrepreneurs rencontrent en termes de problématiques et qui plombent sérieusement leur business. Dites-moi ce que vous en pensez. Lequel de ces points vous parle le plus? Je pense qu'on devrait partager massivement cette vidéo à tous ceux qui sont entrepreneurs ou même aspirants entrepreneurs pour que vous vous prépariez dès maintenant par rapport à ce qui vous arrive. Et puis si vous êtes au Cameroun, au Gabon, en Allemagne, en France, rapidement dans la barre de description, réservez votre place pour la prochaine formation. En marketing digital ou en vente, ça va juste être énorme. Je vais vous partager des choses inédites qui vont vraiment vous permettre de passer un autre cap dans votre business. Hasta la vista, Swara. Internet a changé ma vie et peut changer la tienne. Grâce au marketing digital, mes entreprises génèrent chaque mois plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et ce que je me propose de faire, c'est de te partager les techniques que j'utilise afin que tu les appliques toi aussi dans ton business. Et pour ça, j'organise 2 dates de formation. Le 23 avril à Douala et le 30 avril à Yaoundé. Les numéros s'affichent pour réserver sa place. Sois présent.